Alain Koné-Katinan, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez de La Haye où vous avez rendu visite à Laurent Gbagbo. Quel est son état d'esprit aujourd'hui? Évidemment, le président Laurent Gbagbo, on pourrait dire qu'il va bien. Physiquement, en tout cas, je l'ai vu, il va bien. Moralement, il va bien. Il va bien dans les limites du bien-être d'un prisonnier. Parce que contrairement à ce que des rumeurs ou des opinions laissent croire que le président Laurent Gbagbo serait dans un studio ou dans un palace en résidence surveillée, non. Le président Laurent Gbagbo est en prison, dans une cellule de 8 mètres carrés à peine, où son lit et ses toilettes sont contiguës. Et donc, effectivement, avec l'âge qu'il a, on ne peut pas dire qu'une personne dans ces conditions se sentirait 100% à l'aise. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il m'a tout simplement dit que nous devons croire au combat qu'il mène. Au début du mois, le journal en ligne Mediapart était sur notre plateau. Le transfèrement de Laurent Gbagbo à La Haye serait selon eux le fruit d'un montage entre le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, les diplomates français et Alassane Ouattara. Je vous propose de réécouter Fabrice Arfi de Mediapart. Le premier procureur de la Cour pénale internationale, M. Ocampo, a été en contact, y compris direct, avec Alassane Ouattara au moins dès le mois de décembre 2010. En avril 2011, alors qu'il n'est pas saisi, que la Cour pénale internationale n'a pas de compétences et qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, il prend contact avec le camp Ouattara par l'intermédiaire de la diplomatie française pour demander de surtout garder sous les verrou et emprisonner Laurent Gbagbo et qu'il faut très vite se débrouiller pour saisir la CPI pour monter un dossier contre lui. Comment Laurent Gbagbo a-t-il réagi à ces révélations? Évidemment, il y a longtemps, nous disons qu'il fait l'objet d'un harcèlement judiciaire, politico-judiciaire d'ailleurs, et que son arrestation, sa déportation et sa détention ne reposent sur aucun élément de droit, qu'il s'agit tout simplement d'une manipulation politique pour écarter un homme politique. Il en est conscient, il entend se battre et nous aussi nous battre à ses côtés pour que, effectivement, sur le plan politique, alors que les avocats font leur travail, nous, sur le plan politique, nous devons nous battre partout pour que, justement, la Cour pénale internationale, que tout le monde a appelé de tous ses voeux pour pouvoir, entre griffes, humaniser le monde, ne puisse pas devenir l'antre de toutes les compromissions pour pouvoir donc écarter politiquement des adversaires. Laurent Gbagbo, justement, devrait formuler d'ici fin 2017 une demande de libération provisoire. Est-ce qu'il est confiant? Ça fait 12 fois que le président Laurent Gbagbo fait une demande à être libéré sous condition, parce que dans tous les pays du monde, le principe, c'est la liberté. Et la détention, l'exception, parce que tout simplement, quoi qu'on puisse y croire, qu'on puisse croire, il est considéré pour le moment innocent. Et la présomption d'innocence doit prévaloir là. Et malheureusement, on fait fi de cette présomption d'innocence et on le harcèle, on le tient dans les détentions comme si on avait un agenda caché qui consiste à laisser l'actuel gouvernement finir ce qu'il a à faire et puis lui en prison. C'est inhumain et c'est inacceptable. En attendant, une question subsiste. Qui sera le candidat du FPI en 2020? Votre parti, le Front populaire ivoirien, est disloqué depuis que Laurent Gbagbo est en prison. Avant d'y revenir avec vous, je vous propose de voir ce sujet sur les conflits qui minent votre parti. Karine Barzegar. Bientôt 6 ans que Laurent Gbagbo vit derrière ses portes. Celle du centre pénitentiaire de Scheveningen, dans la banlieue de La Haye. Depuis janvier 2016, l'ancien chef d'État ivoirien comparaît devant la Cour pénale internationale. Un procès fleuve qui risque encore de durer des mois, voire des années. À 7000 km de là, en Côte d'Ivoire, l'absence de Laurent Gbagbo pèse lourdement. Et d'abord au FPI, le Front populaire ivoirien qu'il a fondé, un parti encore tout puissant il y a quelques années, est à genoux. Même si en 2015, lors du congrès du parti, on essaie de sauver les apparences. Je déclare ouvert le 4e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Je vous remercie. Les applaudissements, les sourires et même les affiches sont trompeurs. Le parti est totalement divisé en 2 camps qui se rendent coup pour coup. J'ai engagé 3 actions en justice. Une assignation en annulation partielle
D'un côté, Pascal Affi-N'Guessan qui mène le camp des pragmatiques, décidé à relancer le parti, à le ramener sur l'échiquier politique, quitte à renouer le dialogue avec le gouvernement d'Alassane Ouattara. De l'autre, le camp des ultras, mené par Aboudrahmane Sangaré, ami intime de Laurent Gbagbo et cofondateur du FPI. Depuis 6 ans, leur ligne reste la même. Libération de l'ex-président détenu et boycott de tout scrutin organisé dans le pays. Les deux tendances continuent de s'affronter pour la direction du parti. Une division qui profite surtout au président Alassane Ouattara et qui laisse le champ libre à son parti pour la présidentielle de 2020. On le voit, hein, le FPI fait aujourd'hui pâle figure. Quelles sont vos relations avec Pascal Affi-N'Guessan ? Alors, humainement, c'est un aîné, c'est un camarade de parti, c'est quelqu'un avec qui je n'ai aucune animosité. Au-delà, mais nous avons des très bons rapports, nous sommes dans des rapports amicaux, je pourrais le dire, c'est mon aîné. Mais là, nous sommes en politique et malheureusement, l'option qu'a prise jusque-là le président Affi-N'Guessan ne me convient pas personnellement et je ne suis pas le seul, ne convient pas à une très forte majorité de notre parti. Pourquoi ça ? Oui, parce que, vous savez, la situation qui est arrivée à notre pays et à notre parti, c'est une situation quand même dramatique. Il y a eu beaucoup de drames. Les fondateurs du parti, notre chef moral, le président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, tous les anciens chefs, il y en a qui ont été tués, qui ont porté ce parti au sommet et surtout dans une situation difficile. Évidemment, on a eu l'impression, et une très bonne partie de l'opinion au sein du FPI a eu l'impression que le président Affi-N'Guessan, qui dirigeait le parti en ce moment-là, semblait ne pas prendre conscience de cette réalité et aller dans un sens Pourquoi ? qui ne Parce correspond... qu'il négocie avec le pouvoir ? Oui, ce n'est pas au-delà de la négociation. Nous ne sommes pas fermés à la négociation. Mais on négocie sur quel sujet ? Pour nous, la question de la libération du président Laurent Gbagbo est une question essentielle. Elle passe avant celle du pays ? Attention, c'est celle du pays, la libération du président Laurent Gbagbo et l'avenir du pays sont intimement liés. Parce que si vous faites attention, vous regardez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la situation précaire, de précarité au niveau économique et au niveau social et au niveau sécuritaire sont tout à fait liées à un ensemble depuis le départ 2011, du fait que dans la réalité, le gouvernement actuel est incapable de construire une cohésion sociale, et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a un maillon essentiel de la réconciliation qui manque, il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc il ne faut pas les dissocier de l'avenir du pays. Et qu'est-ce qui pose Laurent Gbagbo de Affi-N'Guessan ? Est-ce que pour lui, c'est aujourd'hui le président du parti ? Non. Je pense que je voudrais ne pas tellement revenir là-dessus, mais pour le président Laurent Gbagbo, c'est clairement établi qu'il y a eu un congrès qui a eu lieu à Maman en 2015 et qui a clairement établi le président Laurent Gbagbo à la tête du FPI. Et n'étant pas là, il a désigné son homme de confiance, le président Sangaré, pour conduire le parti. Ça, c'est connu de tous et le président Laurent Gbagbo ne s'en cache pas. Mais ce qui est important, madame, ce que je voulais dire, le plus important pour nous, c'est que heureusement que malgré la difficulté que nous avons connue au sein de notre parti, notre chef moral existe. Et aujourd'hui, il y a une très forte tendance qui voudrait s'en remettre à lui pour que, écoutez, finalement, puisqu'il y a encore des soucis dans le parti, moi je ne suis pas négateur des évidences, il y a des problèmes dans le parti. Il y a deux présidents, Sangaré et Affi-N'Guessan. Non, il n'y a pas deux présidents. Il y a un président qui s'appelle le président Laurent Gbagbo, qui a désigné Sangaré comme tel. Évidemment, Affi-N'Guessan dit qu'il n'est pas d'accord, donc il y a un problème. Là, nous ne sommes plus au stade des problèmes. Le problème est constaté. Comment nous en sortons ? Eh bien, c'est ce que je suis en train de dire, que tout le monde est d'accord qu'il faut remettre le parti, il faut s'en remettre à l'autorité morale qui est le président Laurent Gbagbo. Et pour nous, c'est une chance inouïe. Et je suis convaincu que très bientôt, cette situation sera un mauvais souvenir pour nous. Alors, à quand la réconciliation entre les deux camps ? Avant de répondre à cette question, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Pascal Affi-N'Guessan. Nous nous rendons compte qu'il faut véritablement aller à l'unité si nous voulons donner une chance au parti de se consolider, de pouvoir travailler à la libération de tous les prisonniers politiques, au retour des exilés et à faire en sorte que le président Laurent Gbagbo puisse retrouver la liberté et que le Front populaire ivoirien revienne au pouvoir, parce qu'aujourd'hui la situation du pays est tellement grave qu'il faut une alternative crédible. Et quand on regarde l'échiquier politique national,
Ce n'est que le Front populaire ivoirien qui peut assurer cette alternance, mais à condition qu'il soit uni, soudé, fort, digne de confiance, respectable. Et je crois que nous avons tous compris cette nécessité. Une réaction à ce qui vient d'être dit? Ah oui, absolument. Je suis heureux qu'il ait compris qu'effectivement, nous avons un chef, nous avons une autorité morale qui s'appelle le président Laurent Gbagbo, qui est certes en prison, mais qui continue d'avoir une influence certaine, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au sein de son parti. Donc, en se remettant au président Laurent Gbagbo, nous réglons notre problème, puisque de toute façon, c'est la seule option qui nous reste. Quelles seront les instructions pour 2020? Alors, n'en parlons pas. Pour le moment. L'élection Non. Nous avons une. Je vous dis. C'est la prochaine échéance. Ah non. Elle n'est pas plus importante que la libération du président Laurent Gbagbo. Il faut hiérarchiser les choses. Et pour nous, la hiérarchie, nous avons un monsieur de 72 ans qui est détenu de façon irrégulière et arbitraire dans une prison pour des raisons politiques. Nous devons nous battre pour le faire sortir de là. C'est la priorité des priorités. Après, nous pourrons voir ce qui se passe. Pour le moment, je ne parle pas de 2020. Et vous, dans tout ça, Koné Katinan, vous n'êtes pas retourné en Côte d'Ivoire depuis 2011. Je rappelle que vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes économiques. On vous accuse d'avoir détourné 300 milliards de francs CFA à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale. De quoi vivez-vous au Ghana? Alors, vous êtes en exil. Attention, les expressions juridiques ont un sens. On ne m'a pas accusé de détournement, on m'a accusé de braquage des banques. De braquage. On a dit qu'en tant que ministre, moi, Koné Katinan, je suis allé à la BCEAO pour aller soutirer, ouvrir les coffres de la BCEAO, moi-même. Et j'ai mis de l'argent dans des sacs, 1 milliard de dollars, que j'ai transporté sur ma tête jusqu'au Ghana. Voilà ce dont on m'accuse. Et bon, c'est tellement grossier. Alors, donc, quand vous devez présenter, il faut faire la différence entre un détournement et puis un braquage. Et donc, on me dit, j'ai braqué la BCEAO et j'aurais braqué des banques. C'est tellement grossier que c'est un dossier qui... Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la crise ivoirienne est une crise politique. Et malheureusement, le gouvernement ivoirien s'attelle, aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur, à persécuter ses opposants en utilisant l'instrument de la justice. Mais forcément, ça a des limites. Et honnêtement, je n'ai plus peur de ça. Je voulais dire honnêtement, je n'ai plus peur de ça parce que il faut bien, on ne peut pas nous effrayer et nous empêcher de nous exprimer pour l'avenir de notre pays. La solution, ce n'est pas les mandats d'arrêt. La solution, c'est de l'ouverture réelle d'un dialogue franc en Côte d'Ivoire pour que nous débattons du problème réel de la Côte d'Ivoire. Tout le reste, c'est des artifices pour donner du temps à Ouattara pour finir son mandat. Et ça, sur ces questions-là, je voudrais vraiment dire, je suis devenu insensible à ces questions-là.